maintenant avec Vincent Hervouet et on va continuer effectivement. On va voir d'abord ce qui se passe aussi en Israël avec les missiles à fragmentation qui ont frappé Israël, parce que ça c'est extrêmement important. Mais voyez les frappes à Doha avec le sujet de Kylian Saleh. Au 20e jour de guerre, le Qatar, une nouvelle fois frappé pour ses installations gazières. Sur ces images, la raffinerie de Ras Laffan est touchée par des missiles balistiques. Une attaque iranienne, selon le ministère de la Défense qatari, est déplorée par la compagnie énergétique publique du pays. Qatar Énergie confirme qu'aux premières heures du jeudi 19 mars 2026, plusieurs de ces installations de gaz naturel liquéfié ont été la cible d'attaques de missiles, provoquant d'importants incendies et d'autres dégâts considérables. Le Qatar a dépêché sur place plusieurs équipes d'urgence. Tous les incendies ont été maîtrisés et aucun blessé n'est à déplorer. Cette attaque iranienne au Qatar est une riposte. Quelques heures auparavant, des images du gisement de gaz iranien de South Pars en feu ont été diffusées. C'est la plus grande réserve de gaz connue au monde, partagée entre l'Iran et le Qatar. Sur son réseau social, Donald Trump menace l'Iran de représailles. En cas de nouvelle attaque contre le Qatar, le président américain promet de détruire le champ gazier de South Pars. Pourquoi vous dites c'est hallucinant, Vincent Hervouet ? Parce que, si vous voulez, donc, si vous avez bien compris, vous avez les installations gazières du Qatar qui sont bombardées aujourd'hui par les Iraniens et qui hier l'étaient par les Israéliens. Donc dans tous les cas de figure, le Qatar paye et le Qatar perd. Aujourd'hui, vous avez donc Donald Trump qui menace de raser le plus grand champ gazier au monde, les plus grandes réserves mondiales, qui s'appellent South Pars et North Dome, et qui sont partagées entre l'Iran et le Qatar. Donc vous avez le président des États-Unis qui menace de raser les installations gazières d'un pays où est installé le commandement de l'armée américaine au Moyen-Orient, le CENTCOM. Ça vous paraît pas bizarre ? Et bien sûr. C'est extraordinaire, non ? Et donc, du coup, vous avez les prix de l'énergie qui montent partout, les bourses qui subissent un contre-coup évident, immédiat, et on est dans une sorte d'escalade où chacun est dans une logique suicidaire. Et en fait, quel est le véritable enjeu ? C'est la circulation à l'intérieur de l'étroit d'Ormuz, qui est toujours pas réglée parce que on a bien compris que les Iraniens font la guerre comme un kamikaze. Leur capacité de nuisance est totale, elle est réelle. Tant qu'il y aura un drone qui volera, les assureurs ne paieront pas les cargaisons, etc. etc. Israël. On est vraiment dans une situation de blocage. Israël, l'Amérique se dissocie d'Israël ? Non, pas encore. Un jour, peut-être. Bon, à Ramagan, près de Tel Aviv, une charge explosive d'un missile à fragmentation est tombée sur une habitation ce mercredi, tuant 2 personnes et faisant plusieurs blessés. Oui, mais c'est qui les 2 personnes, au fait ? Ce sont des Palestiniens. Il y a eu 3 morts en Israël. Un ouvrier thaïlandais et 2 femmes, je crois, une adolescente qui était dans un salon de coiffure en Cisjordanie. C'est-à-dire que les Iraniens, c'est aussi un des paradoxes. Ils viennent de tuer des gens dans l'entité sioniste, comme ils disent. Ça se trouve que ce sont des Palestiniens, ce sont des Arabes. C'est quand même... C'est bête, hein ? Bon, vous voyez le sujet de Sarah Warni. Incroyable. Vous voyez le sujet de Sarah Warni. Dans le ciel d'Israël, un missile à fragmentation largue de manière imprécise, près de 80 charges explosives sur une zone étendue. Une multitude de petites bombes qui peuvent alors toucher les zones civiles. Le dôme de fer peut attraper, intercepter le missile principal, mais les fragmentations non. Donc c'est important au moment de l'alerte de pouvoir rentrer. Il faut savoir qu'aujourd'hui les dégâts qu'on recense sont des dégâts qui sont dus aux sous-munitions de ces fameux missiles. Une arme redoutable pour les civils, déjà habitués à se réfugier dans les abris en cas d'alerte. Les Israéliens se montrent encore plus vigilants. Je crois que c'est un crime de guerre. Il n'y a aucune base militaire par ici, juste des civils. Pourquoi bombardez-vous ici? Cela ne fait pas d'importante destruction à un endroit, mais beaucoup de petits dégâts. Une arme dangereuse, d'autant que certaines sous-munitions n'explosent pas une fois au sol et nécessitent l'intervention de démineurs. Les missiles à fragmentation ont été interdits par la Convention d'Oslo de 2008 qui prohibe leur utilisation, production, stockage et transfert, un traité auquel l'Iran n'a pas adhéré.
Et Thibault Marcheteau, qui est vraiment remarquable en Israël, avec toutes les équipes de CNews, d'ailleurs avec Fabrice Elsner, avec Régine Delfour, vous allez voir le reportage qu'il a fait. Il s'est rendu sur place et il a témoigné sur place. Il fait son métier de journaliste de terrain. Et voyez cette séquence, combien elle est instructive. Les missiles avec une ogive fragmentation sont particulièrement craints ici en Israël parce que la population est consciente que ce type de missile peut faire énormément de dégâts. La preuve sur ces images de Timothée Forget et cet appartement qui a été touché par l'une des dizaines de charges explosives qui est libérée par ce missile en altitude. La population est donc consciente qu'il faut rester aux abris pour limiter les dégâts. À noter également que certaines charges explosives, même une fois avoir touché le sol, n'explosent pas tout de suite. Voilà pourquoi des démineurs sont envoyés sur place. Depuis le début de la guerre, plusieurs dizaines de munitions comme celle-ci ont été utilisées par l'Iran. Bon, Thibault Marcheteau, sur place, question simple, parce que parfois il y a des questions qui arrivent en cours d'émission. On envoie beaucoup d'aide au Liban, Vincent Herouette, on envoie beaucoup d'aide au Liban. On n'envoie pas du tout d'aide en Israël. À ma connaissance, non. Mais ça, c'est un choix. Israël n'en veut pas, on n'en a pas besoin, nous ne le souhaitons pas. C'est l'école du jour. Non, pas de réponse. La question ne se pose même pas, c'est ça que je veux dire. C'est une personne, moi j'aime bien citer ce que les uns et les autres me disent parfois. C'est une femme que je salue d'ailleurs qui s'appelle Sylvie Libas. Vous voulez parler d'une aide publique, une aide d'État. Elle me dit ça. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la France n'envoie pas d'aide en Israël qui est en guerre depuis presque 3 ans alors que des tonnes d'aides sont envoyées au Liban, guerre qu'Israël n'a pas choisie, dit-elle. Voilà, c'est une question. Est-ce que cette question se pose ou pas? C'est une question un peu tendancieuse. La guerre depuis 3 ans en Israël. S'il y avait une population civile qui était évidemment dans le besoin, c'était les Palestiniens, avant d'être les Israéliens. Le degré, le nombre, c'est le drame, la tragédie que vit le Moyen-Orient touche aussi parmi les victimes. Si vous commencez à distribuer comme ça de l'aide aux Israéliens, le fait de ne pas en apporter aux Palestiniens paraîtra d'autant plus choquant. Je comprends. Bon, et vous avez lu le Wall Street Journal ? Oui. Alors moi, je n'ai pas lu le Wall Street Journal, mais j'ai lu l'Opinion ce matin. Et vous avez eu la traduction, c'est extraordinaire. L'Opinion. Allô, bonjour. Alors là, je reprends le papier, Excellence, qu'a fait ce matin notre ami Delagarde, Olivier Delagarde, pour la revue de presse d'Europe 1. Vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs. Allô, bonjour, le Mossad à l'appareil. Vous m'entendez ? Oui, répond un commandant iranien un peu interloqué. Nous savons tout de vous. Vous faites partie de notre liste noire et nous disposons de toutes les informations vous concernant. Je vous appelle pour vous prévenir que vous devez vous ranger du côté de votre peuple. Et si vous ne le faites pas, vous subirez le même sort que votre chef. Mon frère, je le jure sur le Coran, je ne suis pas votre ennemi, répond-il. Je vous en prie, venez nous aider. Et cette conversation, c'est le Wall Street Journal qui en a eu connaissance et c'est l'Opinion qui a décidé de traduire et publier cet article qui est incroyable. Et le grand quotidien de droite américain a eu accès à la liste détaillée des cibles et des rapports sur les dommages causés par les frappes israéliennes en Iran et leurs opérations de déstabilisation. Et selon ces documents, Américains et Israéliens se sont effectivement partagé le travail. Destruction des infrastructures militaires et industrielles iraniennes pour les premiers, assassinats et attaques sur les organes de sécurité pour les seconds. Oui. Et c'était dans l'Opinion ce matin. Mais le Mossad, comment dire, la légende du Mossad, elle existe depuis toujours. Ouais. Bon, selon le Wall Street Journal, ils sont des centaines d'agents sur le terrain. Et donc de la corruption, c'est ce que vous disiez hier. Pour désigner les cibles, pour les marquer, et puis en même temps de faire remonter le renseignement humain. Et l'état-major intervient sans demander l'échelon politique, intervient immédiatement. Ouais. Ils ont assassiné hier le ministre du renseignement, qui était une des grandes figures de la République islamique, qui a été donc transformé en chaleur et lumière en pleine nuit, sans qu'il ait eu le temps de... Les Israéliens ont commencé à contacter un par un chaque commandant. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Je veux dire, on est dans une guerre de l'information. Oui, non, mais sérieusement, l'enregistrement, moi je ne l'ai pas entendu. Mais le type qui parle en farci... C'est le Wall Street Journal, c'est sérieux? Oui, bien sûr, non, mais on leur a fait écouter la bande. Donc on entend, mais est-ce que tout ça est vrai ou pas? J'en sais rien. C'est de la fantasmagorie quand même. Hein. C'est la paranoïa que vous entretenez chez l'ennemi. Ils sont terrorisés. Richard Millet. Et après on parle des municipales. Au Liban, ça se passe comme ça. Il y a des Israéliens, Mossad ou état-major de l'armée israélienne, qui téléphonent à des particuliers en disant « Vous abritez un type du Hezbollah, dégagez-le ou on fait exploser votre maison ». Il y a des milliers de témoignages de ce genre.
Les Israéliens ont commencé à contacter un par un, je le disais, chaque commandant iranien, dûment identifié pour les menacer leur famille. Israël estime aujourd'hui que ces actions perturbent le commandement et sapent le moral des forces de sécurité. Des civils iraniens rapportent avoir vu des moudjahidines se réfugier dans des écoles ou sous des ponts de peur d'être frappés. Moi, j'aimerais beaucoup y croire. J'aimerais beaucoup croire que le régime va s'effondrer comme ça. Je dis pas par manque ça. de confiance et de paranoïa. La réalité de ce matin, c'est qu'ils ont tiré un missile sur Israël, donc leur capacité offensive reste quand même importante. Et la réalité de ce matin, c'est qu'ils ont pendu 3 manifestants du mois de décembre. Donc ils continuent à massacrer la population. 3 pendus ce matin. Oui, c'est pas très... À l'aube. Oui. Les premiers manifestants de décembre et de janvier qui sont ainsi exécutés. Bon, vous restez avec nous, on parle politique française. Oh, oui. Vous pouvez rester avec nous. 5 minutes. Bon, municipal à Paris, je rappelle l'info qui est tombée tout à l'heure, qui n'est pas une info d'ailleurs, mais c'est Emmanuel Grégoire qui accuse Emmanuel Macron d'être intervenu pour aider au retrait de Sarah Knafo. Alors, l'intérêt, on peut écouter d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Grégoire, l'intérêt de Emmanuel Macron, c'est de privilégier Rachida Dati. Qui était son ministre. De là à aller demander à Sarah Knafo, vous imaginez le président de la République qui va demander à Sarah Knafo, tu te désistes? Oui, ça je pense qu'effectivement... S'il te plaît. S'il te plaît. Bon, écoutez en tout cas, Emmanuel Grégoire. Écoutez Emmanuel Grégoire. C'est la première fois, historiquement, que l'extrême droite dépasse les 10% à Paris sur le scrutin central. Première fois. Et comme par hasard, la première fois où il les dépasse et où ils avaient donc la possibilité de se maintenir, ils se retirent. Pourquoi ils se sont retirés? Pour mettre en œuvre ce qu'ils appellent l'union des droites. Emmanuel Macron est intervenu, c'est beaucoup de vos confrères qui nous l'ont relayé, pour faire en sorte que l'extrême droite se retire au profit de sa candidate. Je considère que dans un moment de vérité du pays, sur le plan international, sur le plan économique, que le président de la République ait du temps à perdre à s'occuper de ce type de sujet, d'abord est un peu incongru au regard de la charge qui est la sienne, mais deuxièmement, traduit une faute morale majeure, qui est en politique quelque chose d'assez central. Pourtant, excusez-moi, mais hier... quelque chose d'assez central, c'est que d'une certaine manière, tout est bon pour gagner. Tout est bon pour gagner, y compris les plus grandes forfaitures morales. Je dis clairement que Emmanuel Macron a désormais l'habitude de montrer son double discours entre les grands principes qu'il énonce et les petites manœuvres qu'il met en œuvre. Et vraiment, je le dis, Emmanuel Macron porte une responsabilité immense dans l'effondrement moral et politique du pays. Immense, immense. Bon, évidemment, Emmanuel Macron a démenti, j'imagine, ou va démentir ses propos. C'est incroyable ce qu'il dit. On voit quand même que, voilà, il est tendu. Parce que quand on est rendu, il n'y a aucune preuve de ce qu'il dit. Il parle des confrères, bon, tout ça. Mais on voit l'agacement. Parce que, il y a le feu. Voilà, il y a le feu. C'est ce que je traduis. Et c'est jamais bon quand tu es comme ça. Il y a le feu. Parce que si, a priori, il est en situation de perdre quand même, M. Grégoire. C'est ça la vérité. Il va perdre Paris. C'est possible. Il peut perdre, par exemple. Il peut perdre. Maï-Hélène Trémollet. Le discours qu'il tient ce matin ressemble énormément à ce qu'il disait hier lors du débat entre les 3 candidats sur BFM TV, puisqu'il parlait de Sarah Knafo et Rachida Dati comme si une alliance avait été passée, un accord secret. Et Rachida Dati avait beau lui dire, c'est le cas, il n'y a pas d'accord entre les 2 femmes. Sarah Knafo a choisi de se désister et elle n'a eu aucune contrepartie. Et Rachida Dati l'expliquait hier soir et Emmanuel Grégoire refuse de le croire. Pour lui, il y a une espèce d'alliance, ce qui dénonce cette forme d'alliance avec l'extrême droite. Mais tout ça, hier pendant le débat, toutes ces manières d'accuser Rachida Dati, c'est aussi des manières de ne pas parler du fond, de ne pas parler du bilan d'Anne Hidalgo, qui a été finalement très peu évoqué hier soir. Et c'est dommage pour les Parisiens, qui aimeraient bien entendre des mesures de fond. Et des affaires du périscolaire. Qui sont extrêmement importantes. Parce que moi, ce dont je me rends compte, c'est que tous ceux qui ont été en contact avec des enfants dans toutes les professions, il y a eu des soucis, plus que cela, plus que des soucis, d'ailleurs, des actes criminels très graves. L'Église a fait le ménage, on a parlé. L'éducation nationale, on n'en parle quasiment pas. Quasiment pas. Le monde du sport, qui a été impacté. Donc, on a ciblé l'Église, parce que c'est très facile de faire un procès à l'Église. La vérité, c'est que ce n'était pas un problème de l'Église. C'était un problème de tous ceux qui sont en contact avec des jeunes gens,
des très jeunes gens, et qui choisissent parfois ces professions précisément pour faire les actes qu'ils ont commis. Ils sont profs parfois, instituteurs, entraîneurs de jeunes sportifs, etc. Et on retrouve ça partout. Et ce qu'on découvre là, d'ailleurs, qui est sous-traité par rapport à d'autres situations. Je pense à Betaram, notamment. Betaram, évidemment, c'est l'Église. Donc, toute la presse y va. On tape sur l'Église. Comment ? C'est l'Église et Bayrou. Et c'est l'Église et Bayrou. Mais le périscolaire, vous en entendez beaucoup parler ? On en entend parler depuis quelques jours seulement. D'un coup, ça a explosé pour l'entre-deux. Et c'est un scandale parisien. C'est un scandale d'Anne Hidalgo. Alors évidemment, les gens, évidemment qu'ils commencent à comprendre que c'est très difficile. Emmanuel Grégoire, il est responsable. Ils savaient, ils n'ont rien fait. Ils savaient, ils n'ont rien fait. Ce qui est curieux aussi, c'est le fait qu'il y ait une enquête préliminaire qui soit ouverte, personne n'en parle. C'est-à-dire qu'il y a une enquête préliminaire qui est en cours, ça je le sais de source sûre, et qui a pour vocation justement de définir les responsabilités des uns et des autres. Et personne n'en parle. Mais parce que c'est le 2 poids 2 mesures de la presse française. Emmanuel Macron dément être intervenu en faveur du retrait de Sarah Knafo, dénonce un mensonge indigne d'Emmanuel Grégoire. Entourage à l'AFP, c'est une dépêche de 9h46. Il est 9h48. C'est dire si nous sommes sur la balle. Nous sommes réactifs. Non, mais au-delà même de la fébrilité apparente, il est fébrile, de Grégoire. En effet, oh là là, il est fébrile. C'est plus du tout l'Emmanuel Grégoire. Du premier tour, on va dire que la campagne entre deux tours est quand même un désastre à beaucoup d'égards pour lui. Mais ça montre aussi quand même la faculté de la gauche à avoir du complot partout. C'est quand même parce que là, c'est ça dont on parle, c'est-à-dire qu'il y aurait l'Élysée qui serait intervenu. Puis arrêtons de dire, arrêtons le mot extrême droite. Moi, je voudrais qu'ils me disent en quoi la campagne que j'ai entendue de Sarah Knafo est-elle d'extrême droite. Ça suffit, quoi. Ça suffit de disqualifier les uns et les autres. J'ai entendu Sarah Knafo, on pense ce qu'on veut là encore de Sarah Knafo, on peut ne pas être d'accord sur sa politique libérale, sur les choix qu'elle fait, etc. Je voudrais que ces gens-là nous disent, à part traiter les gens de fascistes, les gens de gauche, ça devient insupportable. Tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont ou d'extrême droite ou des fascistes. Donc ça va. Vous voyez que Horizon est fasciste, ça fait... Ça va, quoi. L'extrême droite, ça va. Lui, il est avec Madame Simonet. De quoi on parle ? Qui a reçu Corbyn il y a combien de temps ? C'était il y a quelques années. Bon, ben voilà, donc qui balaye devant sa porte, mais hier, Monsieur Grégoire. Chikirou elle-même reprochait à Emmanuel Grégoire son sectarisme. Exactement. Parce que lui accusait quand même les deux candidates d'avoir potentiellement des accointances qu'elles ont très mal pris, évidemment. Bon, et alors Florian Bachelier, la petite carte postale du jour, et il me dit, comme à Nantes, comme à Rennes, c'est leur seul argument. Ben, il a raison, effectivement. Leur seul argument, c'est de traiter les gens de fascistes, ça va. Bon, le débat hier, vous l'avez trouvé comment, Mayalène, ce débat d'un bon niveau? C'était ennuyeux? C'était pas ennuyeux, parce que c'est trois personnalités. J'ai lu, et je suis assez d'accord, Sophia Chikirou a montré une nouvelle facette d'elle-même, une facette où elle est plus souriante, où elle est calme, elle est posée, etc. Il n'y avait pas de mal, hein, par rapport à ce qu'on passait, il n'y avait pas de mal à ce qu'elle soit plus calme que ce qu'on avait montré en même temps où elle était... Mais voilà, là, elle avait vraiment fait le choix du calme. Il y a eu quand même plus de 2h30 de débat. Et à chaque fois, c'était compliqué d'aller sur le fond des sujets puisqu'il y a eu énormément d'attaques personnelles. Alors, Sophia Chikirou qui cible Emmanuel Grégoire, qui ne veut pas d'alliance. Emmanuel Grégoire qui cible les deux candidates sur les procès en cours. Rachida Dati qui cible Emmanuel Grégoire sur son bilan, qui renvoie la balle sur Sarah Knafo, etc. Donc, si vous voulez, ça a laissé peu de place au vrai débat sur les propositions pour Paris, qu'ils essayaient de caler entre plusieurs attaques personnelles. La vraie question pour moi qui se pose, c'est est-ce que ça aura fait bouger des voix ? Et le véritable enjeu, pour moi, c'était surtout où iront les voix de Pierre-Yves Bournazel. Et à votre avis ? Je ne sais pas si le débat d'hier a changé quelque chose, si vous voulez. Parce qu'il n'y a pas eu de révélation Thomas Bonnet, entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati. Thomas Bonnet, les voix de Sarah Knafo, ils seront naturellement chez Rachida Dati parce qu'ils ne veulent pas... Il y aura 4 000 électeurs. Voilà, Bournazel, je pense que c'est du 2/3. Ouais. Vous avez 2 tiers des électeurs de Pierre-Yves Bournazel qui vont voter pour Rachida Dati. Et surtout un tiers qui va soit voter pour Emmanuel Grégoire, soit s'abstenir. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre un électeur de Bournazel, qu'il s'abstienne, je peux comprendre, mais qu'il vote. C'est ça qui est étonnant. Il y a des gens avec une sensibilité plutôt de gauche dans la liste de Pierre-Yves Bournazel. On a en parlé, je sais que vous allez monter au créneau très vite. Ah, Clément Beaune, même qui ne sert à rien.
Il est formidable, Clément Beaune. Il est au plan, il sert à rien. Et puis dès qu'il est quelque part, la liste se perd. Il ne faut surtout pas, ne l'invitez pas chez vous à dîner le soir, il peut se passer quelque chose. C'est un perdant, ça s'appelle. Sur le débat d'hier, il y a aussi un fait quand même, c'est que M. Grégoire ne veut pas assumer les 25 ans de bilan. Oui. C'est son bilan. Bah oui, et quand on l'écoute, on a l'impression qu'il y est pour rien et qu'il n'a jamais été aux affaires. Il a été premier adjoint de Mme Hidalgo. Mais... Il y a une dernière chose vous avez intéressante pas sur le débat d'hier raison. soir, c'est que je pense que Sophia Chikirou, pour le coup, a réussi à affirmer à son électorat que voter pour elle ne servirait pas à rien et essayer de contrecarrer le vote utile que recherche Emmanuel Grégoire. Je pense que là-dessus, elle a bien réussi à préserver au moins son socle de vote. Et moi, ce que je ressors, j'ai pas tout vu, hein, mais ce que je retiens d'hier, c'est effectivement qu'elle veut faire perdre Emmanuel Grégoire. Donc la France Insoumise veut faire perdre Madame... Vous savez, c'est quoi l'idée à la fin? Écoutez-la déjà. L'idée à la fin, c'est de dire, pour Jean-Luc Mélenchon, de dire, regardez les socialistes, si vous ne vous alliez pas avec nous, exactement. Exactement. Bon, Marseille est pareil. Oui, Marseille, il s'est retiré. Rachida Dati, j'ai trouvé quand même très, très punchy, très attaquante, je trouve. Oui, elle avait... Notamment sur le périscolaire, justement. Oui, elle a raison. Elle a raison. Je trouve que, puisqu'on lui reprochait d'avoir été en retrait, d'avoir refusé les débats, là, elle a montré qu'en fait, quand elle était dans les débats, elle ne les esquivait pas. Bon, est-ce qu'on a le temps d'écouter Madame Chikirou? Est-ce qu'il faut que nous fassions... Marine Lançon me dit qu'il faut que je donne la main à Europe 1, mais paraît-il qu'il n'est pas avec nous, il n'est pas là, Thomas. Donc je donne la main sans la donner, Marine. Qu'est-ce que je fais? Je marque un temps. Chanter. C'est fait. Marquer un temps, parce qu'on est en codiffusion entre Europe 1 et CNews. Vous apprenez le sérail maintenant que vous êtes avec nous. Vous avez vu que Boualem Sansal a quitté Gallimard pour aller